je sais pas, si j'avais le niveau que j'ai maintenant à l'époque, avec le niveau Hmm. euh, Plus bas. global de l'époque, je ferais des années, je serais multimillionnaire. Salut tout le monde. Eh bien, écoutez, début d'année, nouveaux objectifs, comme beaucoup de monde, nouvelles ambitions. Et quoi de mieux pour coller à ces nouvelles ambitions que d'accueillir Igor sur Crush. Très, très ravi de t'accueillir sur ce podcast, Igor. Ravi d'être là. Est-ce que, alors bon, en interne, dans la communauté MTT, je pense que ton nom n'est plus à faire, on te connaît bien, mais peut-être que bah, pour beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, te connaissent simplement pas. Est-ce que tu veux bien, genre, prendre 1, 2 minutes pour te présenter un peu et nous dire un peu qui t'es, ouais, s'il te plaît, Igor? Ouais, écoute, j'ai commencé le poker il y a assez longtemps. Je finissais mes études et c'était un petit peu un hobby sur le côté. Quand j'ai eu mon diplôme, etc., je me suis dit, OK, s'il y a un moment pour essayer, pour le faire, c'est maintenant. Et je suis parti avec un pote qui faisait complètement autre chose. Il faisait un master un business à Barcelone. Et je me suis dit, OK, je vais aller avec lui. Je vais faire un an et je vais essayer, voir si ça marche. Et à l'époque, faut un peu se remettre dans le contexte. Il y avait vraiment très, très peu de contenu pour progresser, en tout cas en ligne. Donc, on se basait sur des livres, des trucs. C'est pas ce qu'on a maintenant. Et j'étudiais pas trop. Enfin, c'était un petit peu. En fait, l'argent était beaucoup plus facile à faire à l'époque. Donc, j'étais très nul et j'ai fait une assez bonne année, ce qui m'a finalement bien servi parce que une fois que j'avais goûté à ça, je me suis dit, OK, il n'y a pas moyen que. Enfin, je sais en vivre probablement mieux que si j'avais eu un job grâce à mon diplôme et aux études que j'avais fait. Donc, je suis dit, OK, je suis mon propre patron, je peux un peu faire ce que j'ai envie. Et voyager, vivre. À l'époque, on pouvait aussi genre, jouer à peu près tous les pays européens. Donc, c'était assez incroyable. On pouvait jouer le point com, je veux dire, un peu de partout. Tu parles quand Euh, tu dis à l'époque, on était en quelle année là à peu près? je dirais peut-être 17 ans, un truc du style. 15 ans, 15, 17 Ok, ans. ok, ok. Donc, je faisais un petit peu en mode argent facile, mais j'avais pas mal d'autres choses en tête que le poker. J'avais envie de faire un peu la fête, j'avais envie de faire des trucs autres que ça. Je voulais un peu profiter de ma jeunesse. Et c'est là où, enfin, ça alignait pas énormément. Et donc, j'avais jamais eu comment dire, j'avais pas la dalle, quoi. Hmm. Euh, Au fil des années, ben, ça a marché pendant les 3, 4 premières années comme ça, mais j'étais pas du tout à fond, loin de là. Même, allez, je vais dire probablement pendant les 7 premières années de ma carrière, je faisais ça un petit peu à la va-vite, quoi. Est-ce que tu peux nous dire tu vois, ce que tu appelles à la va-vite? Est-ce que tu fais déjà des belles années quand même? Est-ce que tu vivotes du poker? Qu'est-ce qui se passe en fait pour toi? Je faisais des bonnes années, enfin, je pouvais payer mon loyer, je pouvais, Hmm. euh, tu sais, subvenir à tous les besoins que j'avais, mais c'était pas non plus, enfin, c'était pas des centaines de milliers d'euros, et c'était beaucoup de grind et très peu d'études. Donc, Ok. c'était faire du volume, et j'étais clairement pas super bon. Donc, je sais pas, si j'avais le niveau que j'ai maintenant à l'époque, avec le niveau Hmm. Plus global bas, de l'époque, je ferais des années, je serais multimillionnaire, tu vois. Mais bien sûr. donc ça, c'était un peu le début, un petit peu en mode pas très sérieux. Jusqu'à quel âge, là, Igor, je te coupe, Ouais, mais du coup, on a la temporalité il y a 15 ans. Donc, globalement, les 7 premières années de cette quinzaine, tu es un peu dans cet entre-deux. ouais. T'as quel âge après ces 7 ans? Tu vois, que des joueurs puissent s'identifier un petit peu là, à ce niveau-là. Genre, je dois avoir 27 ans, à peu près, un truc du style. Ok, donc tu démarres à 20 et vers 27, ok, Ouais. il y a ces années floues, ok. Mm. Et là, il se passe quelque chose, peut-être un Ouais, et puis déclic. là, ça devient de plus en plus difficile de gagner. Il y a de plus en plus de contenu théorique online pour progresser. Et puis juste le savoir un petit peu s'étend et donc les gens commencent à être plus au courant et puis ça devient un peu plus difficile de gagner. C'est peut-être aussi un petit peu lié à la variance. Ça Bref, correspond à l'arrivée des solvers aussi, 2017-2018, ou ça arrive ouais, un peu c'est plus ça, tard? c'est ça. Il y a les solvers arrivent. Au début, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est aussi assez compliqué d'accès. Il y a beaucoup de gens aussi qui disaient à l'époque, enfin, c'était n'importe quoi, etc. Et donc, c'est un petit peu flou parce que c'est quand même il y a un bout de temps. Mais enfin, je me souviens que
bah, j'ai pris pas mal de mauvaises décisions, par exemple de pas me plonger directement dans les solvers. Je faisais un peu traîner le truc même si j'aimais beaucoup le poker, il y avait beaucoup trop de distractions dans ma vie pour que je sois vraiment au top du game. Ok, je vais te poser une petite question si tu veux bien. Mhm. On était parti sur. Je voulais une petite présentation, un aperçu de qui tu étais, et finalement on est rentré directement dans ton parcours, mais c'est pas grave, c'est super intéressant. Est-ce que, genre, sur ces 7 premières années, ou disons après la 5, 6, 7 ans, tu continues, comme tu dis, de prendre des mauvaises décisions? Alors, le contexte à l'époque n'est plus le même qu'à l'heure actuelle où on a plus d'informations, etc. Mais on pourrait se dire que c'est très tard, tu vois, qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient abandonné avant ça. Est-ce que c'est parce que tu voulais pas faire les choses bien? Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas les informations, tu étais mal entouré? Comment t'expliques en fait le fait que tu te sois pas professionnalisé un peu plus que ça, quoi, rapidement? Je crois que c'est un mix de plein de choses. Je crois aussi que c'est important parce que tu vois, maintenant, je vois tout ça sous le prisme de la personne que je suis aujourd'hui. Je vois tous les efforts que j'ai faits maintenant et je me compare la personne d'avant à la personne d'aujourd'hui et je me rends compte de tout ce que j'ai pas bien fait. C'est très difficile de se remettre dans la peau de Igor il y a 10 ans pour voir un petit peu. Bah, c'était sûrement un mix où je me mentais à moi-même, Est-ce que je tu étais faisais pas. entouré dans les faits quand même? Est-ce que tu avais des top mecs autour de toi qui étaient là et Des qui... top grinders, non. Ok. J'avais pas de nom. T'as raison, j'avais pas un très bon entourage. J'étais assez solitaire en termes de. Genre, je côtoyais pas trop de joueurs de poker. Je Ok. côtoyais. Enfin, j'avais pas mal de potes et tout, mais c'était vraiment en dehors du poker. Et ouais, enfin, juste sur papier, j'étais vraiment. C'était voué à l'échec, je crois. Hmm. Et il y a un moment donné où j'ai commencé, enfin voilà, j'ai rencontré ma femme, qui est maintenant ma femme, et j'ai commencé à me responsabiliser un peu plus, à me dire, OK, j'avais aussi moins de distractions, parce que un de mes drives à l'époque, c'était, enfin, j'avais aussi envie de beaucoup sortir pour, enfin voilà, rencontrer un peu des gens, des filles, des trucs, j'avais envie de profiter de ma jeunesse, mais voilà, j'ai rencontré une fille incroyable et j'avais plus envie de me concentrer à ce moment-là sur ma carrière, d'avoir des bons résultats et tout. Donc, je me suis mis un gros coup de pied au cul à ce moment-là. Hmm. Et là, j'ai commencé à travailler. Et je dirais que j'ai vraiment commencé à travailler dur il y a 8 ans, un truc du style. Euh, Ok. Donc vers ouais, 2020, fin 2018, 2017, 2018. Ok. ouais, ouais, Il y ouais. a eu un déclencheur à ça. Bon, comme tu dis, ta copine qui te stabilise, etc., pas mal. J'ai envie de te poser une question assez simple, mais qu'est-ce qui fait que tu as un vrai switch, en fait, une prise de conscience de vas-y, maintenant, il faut faire les choses sérieusement? C'est que tu t'étais dit, bon, je vais pas faire autre chose de ma vie et let's go? Ou c'est quoi le projet un peu? Je crois que c'est vraiment c'est juste la maturité, honnêtement. Genre, Ok. c'est le fait de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu vois? Ou bien j'ai envie enfin, continuer à faire les choses à moitié et finalement pas faire grand-chose et arriver nulle part. Hmm. Ou bien je me donne à fond dans quelque chose que j'aime. Et puis les premières années ont été vachement difficiles quand j'ai commencé vraiment à me mettre un coup de pied au cul, parce que quand on commence à vraiment travailler dur, on a l'impression qu'on est bien meilleur que ce qu'on est, parce Mhm. qu'on fait beaucoup plus que ce qu'on faisait l'année d'avant. Et ça ne veut pas Mhm. dire que nos skills sont directement incroyables. Il y a plein de choses qu'on comprend mal, qu'on n'applique pas bien. Et donc, les premières années, j'avais l'impression que parce que je travaillais dur, le fruit de mon travail allait payer ça allait payer tout de suite, quoi. Je pense que c'est un des. J'imagine que tu vois ça en MTT aussi, et on continuera évidemment sur ton parcours hein, dans la temporalité. Mais c'est bien d'aborder quelques petits sujets comme ça. Mais en tant que coach, c'est peut-être la chose que j'ai à gérer qui est la plus difficile avec les élèves. C'est ouais, difficile de comprendre qu'en fait, il n'y a pas forcément de gratification instantanée ou en tout cas court terme, quoi. On peut faire des choses qui sont vraiment très très bien, bosser parfaitement le jeu, entre guillemets, et qui n'est pas du tout de résultat. Et ça, c'est assez rare en fait dans beaucoup de disciplines, quoi. Un coureur aura toujours d'une certaine manière des résultats qui sont corrélés à ses efforts, etc. Et là, le lien, nous, effort-résultat au poker, il est pas si évident que ça, quoi, sur le court terme. Non, non, c'est clair, c'est clair. T'as trop raison. Enfin, j'imagine que tu le vois avec tous les gars que tu coaches. Moi, je le vois aussi beaucoup. J'ai des gars qui travaillent dur, qui ont un très bon niveau, qui ont pas trop de résultats. Et genre, j'ai des mecs qui travaillent probablement moins, qui sont probablement moins bons et qui ont des bien meilleurs résultats. Donc, il y a toutes sortes d'injustices. Et puis, c'est mixé avec aussi. Il y a tellement de variables dans ces questions que
ça peut rendre un peu fou. Et donc, il faut avoir un petit peu la tête sur les épaules. Faut essayer jour après jour de juste faire le mieux qu'on peut. Mais toi, du coup, quel conseil, enfin, comment tu t'adresses à ces joueurs que tu as en coaching technique? J'imagine que bon, il y a quand même des tips mentaux parce que bah, tu as de l'expérience. Qu'est-ce que tu conseilles et comment tu discutes avec un joueur qui a cette frustration de ne pas gagner alors qu'il fait les choses proprement, quoi, en fait? Ben, je crois qu'il faut pas se mentir à soi-même. Ça, c'est le truc numéro un, et de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions seraient, qu'est-ce que c'est le poker de tournoi, par exemple? Parce que là, on parle de poker de tournoi, on parle de qu'est-ce que c'est, en fait? Comment est-ce qu'on réalise notre EV? Comment est-ce que ça marche? Et réussir à visualiser toutes les possibilités. Voilà, on a un certain ROI, on s'attend avec du bon volume à faire, je ne sais pas moi, 50 000, 100 000, 150 000 dollars par an, un truc du style. Mais ça peut être distribué de manière complètement différente. Ça peut être, tu peux faire une perf en janvier et puis faire tous des mois break-even pour le reste de l'année. Et Hmm. probablement qu'une personne, donc une personne qui a un ROI X et qui s'attend à avoir 150 000 dollars par an, fait la perf en janvier, il fait 150 000 dollars et puis les break-even toute l'année, ça va être beaucoup plus facile à vivre qu'un mec qui perd janvier, février, mars, avril, mai, juin et qui fait la perf à la fin, qu'il le met bien. T'as regardé le reportage sur Jérôme Kerviel, là, ou pas? Non, pas encore, je voulais le faire un jour. Waouh, waouh. Du coup, tu vas voir sa théorie par rapport à ça, c'est assez marrant. Ouais. Et ça, c'est encore un autre truc. Je pense, Ouais. évidemment, c'est pas nécessairement conseillé au début d'une carrière de faire beaucoup d'argent au début. Je pense que ça a été aussi, d'ailleurs, le problème de beaucoup de mecs à l'époque qui ont gagné très vite énormément. Et après, ils étaient juste sans faire grand-chose. Et après, enfin, voilà, ils down énormément. Et puis après, ils sont plus très motivés. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent te rendre des services, même si sur papier, c'est cool. Ouais. Mais ça, c'est encore autre chose, je pense. Mais je veux dire, quand je dis se poser les bonnes questions, c'est vraiment essayer de se demander, OK, est-ce que je suis prêt à avoir 6 mois où je break even ou 6 mois où je perds un petit peu? Et comment est-ce que je vais le vivre? Comment est-ce que mon entourage va le vivre? Est-ce que je vais être à l'aise ou est-ce que ça va me rendre malheureux? Et puis, voilà, juste à partir du moment où on comprend comment la variance fonctionne dans ces énormes fields, on peut déjà prendre des décisions plus meilleures par rapport à voilà ce qu'on veut faire. Il y a plein de gars que je coachais qui sont passés du format de poker de tournoi, donc moi que je joue et c'est ce que je coach pour des mecs qui jouent des tournois, mais il y a plein de mecs qui juste ont transitionné à des formats où la variance est moins grande, comme les spins, le cash game, parce que c'est plus facile, c'est des sessions moins longues, on a des résultats financiers plus stables et, et, et je trouve ça très bien pour eux. Voilà. Et il faut trouver en fait ce qui te motive et ce que tu aimes dans le poker, parce qu'il n'y a pas juste le poker de tournoi. Voilà. Je pense qu'il y a une question alors, ça peut être génétique, environnemental, ton histoire, etc., mais tu sais, on voit ça dans l'entrepreneuriat et de toute façon, dans beaucoup de domaines, il y a un critère qui est la tolérance à la frustration, qui est genre un des facteurs principaux de réussite chez beaucoup de personnes, et qu'on parle de tolérance à la frustration ou ici à l'échec, tu vois, il y a quand même un lien assez fort entre la frustration et l'échec, en tout cas dans le poker, tu vois, de ne pas avoir les résultats escomptés, etc. Je pense que c'est aussi ce qui fait la différence entre des mecs qui sont capables de tenir le truc en MTT ou d'autres personnes qui vont se dire, bon, bah ok, c'est pas fait pour moi, entre guillemets, la variance est trop forte, j'ai fait les simus, Wong Sim, etc. Je suis pas prêt à vivre comme ça. Et du coup, bah, je préfère aller jouer sur un format qui va lisser les choses, quoi. Et ça se Mm. comprend totalement, tu vois. Pareil, je pense qu'il n'y a pas de jugement ou quoi à avoir. Et on n'accepte pas tous les choses pardon, de la même manière. Avant de continuer un peu sur ton parcours, et de toute façon, voilà, je garde ce fil rouge hein, de ton parcours pour avancer. Mais j'ai deux petites questions, deux sujets que j'aimerais aborder. Le premier, c'est que, ok, tu disais, on va essayer le fameux focus de process, fais les choses bien et ça finira par payer de toute façon, quoi qu'il arrive. Le process en question, je sais pas, moi, si je te dis investis sur le S&P 500, bon, on a 60 ans de retour. On sait globalement que même s'il y a de la variance, écoute, mets tes 500 euros tous les mois, de toute façon, tu vois, ça va bien se passer. On pourrait prendre ça dans une formation. Je sais pas, tu intègres un centre de formation au foot. Bon, il y a évidemment des facteurs un petit peu aléatoires et très personnels, mais disons que tu as juste qu'à suivre la formation
du club de football, de travailler tous les jours, etc. Et en théorie, tu devrais quand même plus ou moins évoluer. On s'entend que même s'il y a des facteurs génétiques ou peu importe. Dans le poker, en fait, comment on sait que ce qu'on fait, c'est bien? Ça paraît tellement abstrait et peut-être que c'est plus concret pour toi que moi, ma vision de coach et qui ne joue plus. Mais comment on fait pour savoir si en fait une école est mieux qu'une autre, un courant de pensée est mieux qu'un autre? Et je te demande pas s'il y a une solution magique pour réussir un MTT, mais en tout cas, est-ce qu'on peut se fier à un process qui est clair, qui, d'un point de vue prédiction, va quand même nous permettre d'avoir des résultats qui sont ouais, évidents, quoi. Ouais, il y a pas mal de choses qu'on peut implémenter pour voir si on est sur la bonne route, mais je pense que le principal, c'est de sauvegarder énormément de mains qu'on aurait jouées pendant notre session et les reviews le soir ou le lendemain matin. Grâce à l'aide maintenant des solvers, potentiellement d'un coach, d'un joueur meilleur, toutes sortes de manières de juste poser des questions. On vérifie si on est très loin de ce que, par exemple, le solver nous recommande de faire. Et si oui, et c'est récurrent et qu'il y a toutes sortes de choses qu'on ne comprend pas, que le solver fait et qu'on ne comprend pas, ben, ça veut dire que, OK, on est loin d'être proche de jouer de manière optimale. Et voilà, et donc ça, c'est déjà un bon début pour voir où on se situe un petit peu. Si maintenant Et du coup, on quand voit tu démarres en, excuse-moi, quand tu démarres en 5-10, on peut se fier au solver pour toi, genre même sur ces stakes, pour savoir si ce qu'on fait est bon? on doit essayer de comprendre déjà, donc on doit essayer de comprendre qu'est-ce qui devrait se faire de manière optimale et pourquoi. Donc ça, c'est déjà le truc numéro un. Hmm. Et ensuite, on essaye de comprendre ce que la population fait ou ne fait pas. Donc, si la population dévie, et c'est très certainement le cas au low stakes, on doit comprendre comment elle dévie et pourquoi elle dévie. Mais de manière à comprendre comment la population dévie et qu'est-ce qu'elle fait de différent, il faut déjà savoir ce qui est optimal dans un premier temps. Et je pense que comprendre une stratégie optimale, la stratégie optimale dans n'importe quel spot, c'est vraiment le début de la compréhension du poker en général, parce qu'on n'essaie pas de retenir ce que le solver fait ou préconise, on essaie de comprendre pourquoi il le fait. Hmm. Ah, et une fois qu'on comprend ça, on utilise le même type de mécanisme de réflexion dans la plupart des spots. Quand on joue contre un joueur qui dévie, on, on peut d'ailleurs mettre dans le solver la stratégie qu'on pense que notre adversaire va jouer, et le solver va nous donner une réponse sur comment on doit jouer par rapport à ce joueur-là. Et ça reste une stratégie optimale face à ce joueur qui joue de cette manière-là. Donc, pour moi, c'est la base et c'est vraiment un outil absolument incroyable qui maintenant est tellement démocratisé parce que pour assez finalement pas grand-chose, on peut avoir la réponse à pratiquement toutes nos questions et on peut aussi note log, c'est-à-dire changer les variables et dire OK, je pense que mon adversaire fait pas ça, fait pas ça. On change tout ça et on voit comment devrait être notre réaction. Donc ça permet de scanner son jeu en permanence et de voir s'il y a des gros problèmes ou pas, et de voir si on progresse et si on comprend de mieux en mieux les trucs. Et le mieux, évidemment, c'est d'avoir accès à un coach ou quelqu'un de bien meilleur pour nous dire, et pour lui poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on doit jouer de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que parfois, on va pas réussir tout seul au début de notre carrière à comprendre les outputs de l'intelligence artificielle et du solver. Euh, Est-ce que tu ouais. penses qu'un mec qui démarre, en tout cas qui est en début de carrière, donc qui joue à BI5, à BI10, de ce que tu dis, il doit d'abord pardon, avoir une compréhension théorique de ce qu'est le poker. D'ailleurs, au passage, il y a beaucoup trop de joueurs, je pense, qui prennent le schéma inverse, hein, qui jouent et comme ils battent les limites, puisque c'est assez facile avec un peu de réflexion, etc., et qui se retrouvent peut-être à BI20, beaucoup plus bloqués, et comme un joueur de tennis qui a commencé à mal tenir sa raquette, qui doit tout changer, etc. Donc déjà, bon, intéressant que tu dises ça de se baser, on va dire, sur les fondamentaux mathématiques de ce qu'est le jeu pour pouvoir démarrer. Très bien. Ensuite, quand tu prends un coach, est-ce que tu penses qu'il faut être dans une forme de dogmatisme vis-à-vis de la théorie du coach, parce qu'on sait que les coachs ne coachent pas tous de la même manière, même si on a la GTO derrière, ou est-ce qu'un joueur peut se permettre d'aller voir du contenu sur Spin Elite, sur Kill Tilt, d'aller suivre différents trucs, sachant que les divergences de points de vue et d'opinion sur le jeu peuvent être présentes? Pense qu'il ne devrait pas y avoir
d'énormes différences entre ce qu'on recommande à un joueur de faire par rapport à certaines situations données, etc. Donc, je pense qu'on peut aller, je sais pas, on peut acheter le cours de PADS et suivre son cours. Et si on aime bien sa manière de s'exprimer, si on est attiré par sa manière de produire du contenu, ben, c'est génial, on suit ce mec-là. Et c'est bien de choisir quelqu'un qu'on respecte, qui a des bons résultats. Ça, c'est numéro un. Il faut vraiment toujours se baser un petit peu sur des gars qui sont là depuis longtemps, qui ont des très bons résultats et qui font un peu l'unanimité dans la communauté. Hmm. Comme, voilà, joueur gagnant, et c'est confirmé, ce sont vraiment des bons gars parce qu'on peut facilement perdre son temps. Notamment dans des... Il n'y a pas que le coaching qu'on peut acheter, mais il y a aussi toutes sortes de coaching for profit. Et on peut s'embarquer dans des deals pendant 6 mois, 1 an, et suivre en fait des gars qui sont juste pas bons assez. Et ça, ça peut être aussi assez dangereux. Mais non, de manière générale, je pense qu'on peut switcher d'un contenu à un autre si c'est vérifié, confirmé que ce sont des bons joueurs et que ce sont des joueurs respectés par la communauté qui ont des bons résultats. Euh, Ok. j'ai pas l'impression que, peut-être qu'il y a un cas, comment dire, si tu me parles d'un exemple précis de, je sais pas, peut-être que je pourrais peut-être Bah, changer d'avis, mais déjà, je vais pas citer de nom. Et après, peut-être, moi, bon, nous, on échange sur le MTT, mais en spin, par contre, je vois beaucoup ça. En spin, genre, je connais des mecs que j'ai eu en coaching mental qui ont sauté de formation en formation ou de CFP en CFP avec des mecs qui pourtant crush résultat à l'appui jusque la 50, admettons la 100, donc ça fait déjà des belles années quand même, et qui vont en fait avoir des méthodologies qui sont bien différentes. Et Mhm. les mecs, le problème, c'est qu'ils sont perdus en permanence, quoi. J'utilise souvent cette métaphore de, tu sais, l'équalizer comme une barre son avec voilà, les basses, les trucs, ce que tu veux, comme un diagramme bâton, là. Et en fait, j'estime que quand tu as acquis, on va dire, assez de compétences sur tous les blocs de l'equalizer, qu'on parle d'ordre technique ou peu importe, quand tu as acquis assez d'expérience, tu peux te permettre d'avoir comme une forme d'esprit critique sur le contenu que tu vas avoir. Et du coup, c'est pas très problématique de fonctionner comme ça. Par contre, quand tu es en 5 euros, 10 euros et que tu es un peu comme un poulet sans tête, eh ben, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de mal en fait à l'évolution d'un joueur de voir un mec qui pense ça et ensuite, souvent, ils n'ont pas de discernement. Du coup, ils vont voir une story d'un gars sur Insta qui joue à High Stakes. Et voilà, ils vont faire ça. Ou alors, ils vont aller voir Bibi Hatch qui fait ça en je ne sais quelle limite. Et ils vont se dire, ah bah c'est pas mal. Et puis, je vais l'implémenter à mon jeu. Alors qu'en fait, ils ont des leaks absolument monstrueux et basiques qu'ils baladent. Et ils sont pas capables de les traiter. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, c'est très subjectif, mais je prends toujours une vision assez dogmatique à mes joueurs. Je dis, les gars, écoutez, faites une formation à fond, avec évidemment quelqu'un qui est très bon, ce qui vous permettra déjà d'avoir le niveau pour vous permettre le discernement. Et une fois que le discernement est acquis, bah fais ta vie. Mais au départ, je trouve ça très dangereux, en fait, cette masse de contenu, et c'est pour ça que je voulais un peu ton avis là-dessus, peut-être quoi. il faut suivre une sorte de ligne rouge, de fil rouge, pardon, pas de ligne rouge, Mhm. de fil rouge où, par exemple, moi, je me concentre très fort sur les fondamentaux. Donc, c'est quelque chose que si j'ai un joueur qui joue des 10 euros, je coach pas vraiment des gars qui jouent 10 euros, mais je me baserai vraiment sur les fondamentaux parce qu'il faut, et il aura probablement beaucoup plus de fondamentaux à revoir qu'un mec qui joue déjà 50 euros d'average buy-in. Mais la logique est plus ou moins la même et la manière de faire est plus ou moins la même. C'est-à-dire que, voilà, et même chose pour un mec qui peut-être joue 200 euros d'average buy-in, il y a des fondamentaux qui ne seront pas incorporés ou mal incorporés et qu'il faut revoir, à mon avis. Et c'est beaucoup plus ça. Et donc, c'est un peu, moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer, par exemple, plus de temps sur un spot ou parfois je passe 15-20 minutes sur un spot en me focalisant 100% sur les fondamentaux et la mécanique de pourquoi est-ce que le spot est joué de cette manière pour que les mecs que je coach puissent prendre le même type de mécanisme et l'appliquer dans toutes sortes d'autres situations. Enfin, pour moi, ça, c'est une méthodologie et une manière de coacher que je pense être très bénéfique. Mais encore une fois, j'ai pas été chez tous les coachs et j'ai pas pris de coaching moi-même depuis un petit temps et tout. Donc, peut-être qu'il y a des méthodologies qui sont meilleures. Je me réfère quand même un petit peu aussi au feedback que je reçois, par exemple, par rapport au coaching que je donne. Et j'ai
pas mal de success stories maintenant et de gars qui ont été, comment dire, la manière dont je leur apprenais à raisonner et à réfléchir, bah, ça a changé un petit peu leur jeu et grâce à ça, ils ont eu des résultats incroyables. Je pense que peut-être pour certaines personnes, tu sais, ma méthodologie est peut-être, je pense qu'elle est bonne pour tout le monde, mais peut-être que ça clique moins avec certaines personnes. Ouais, Et après, peut-être c'est une qu'il y a... question de matcher, tu vois. Même des top coachs de foot, tu vois. Bon, le mec, c'est une référence absolue et avec certains joueurs, ça matche pas. C'est pas grave, tu vois. Non, non, Mais bien sûr, c'est clair. si je reviens du coup sur toi, ton début de carrière, puisque là, on parlait de ça, comment ça s'est passé pour toi au début? Est-ce que justement, tu as été mentoré un petit peu? Est-ce que tu as eu une personne qui était là avec toi? Est-ce que tu as suivi une formation? Comment ça s'est passé pour toi? Ah non, non, j'avais vraiment personne en termes de mentor et c'est probablement ça. En fait, j'ai pris beaucoup plus de temps que je pense la majorité des mecs qui sont encore là aujourd'hui dans le poker à devenir vraiment un vraiment bon joueur qui gagne bien sa vie. Euh, j'ai pris beaucoup plus de temps et genre, je m'en rends compte. Genre, il y a plein de trucs que j'aurais pu faire qui m'auraient rendu 10 fois meilleur, 10 fois plus vite. Même sur un post 2018, là, je parle, après CC. Ouais, ouais, c'est juste plus de travail, plus de focus, essayer de connecter avec des joueurs de poker, genre toutes sortes de choses que j'aurais pu faire. Ok. Euh, Il y a pas mal de, enfin, une petite anecdote, c'était, je me souviens à l'époque quand j'étais encore à Barcelone, j'avais été au casino de Barcelone et on jouait à la, je sais pas, 1-2, un truc du style cash game. Et il y avait Yo Viral à côté de moi qui était enfin, un inconnu à ce Mm. moment-là, enfin, complètement Mm. enfin, il commençait dans le poker aussi. Et bon, bref, on avait un petit peu sympathisé vite fait à l'époque. Et puis, je l'ai vu assez rapidement devenir un mec qui vraiment, genre, était une figure du monde du poker assez connue, surtout en France et tout. Et moi, à ce moment-là, quand lui, qu'il a eu pas mal de succès, et tout, j'étais un peu nulle part encore et tout. Donc, j'ai vu pas mal de gars comme ça euh, devenir très bons. Je sais pas, je me souviens que j'écoutais la radio du Club Poker, mais c'est à méga longtemps, et j'entendais des interviews de joueurs français et tout. Je disais, ouais, un jour je vote comme eux et tout. Il y avait Nico Cardin, je me souviens à l'époque, je sais pas si tu te souviens. Là, c'est un gars, maintenant, la moitié des joueurs français savent plus qui il est, mais à l'époque, c'était une star du poker français. Ouais, Et puis, il était genre top 3 pour tout le monde, quoi. Genre, ouais. ouais, ouais. Ok. C'est devenu un pote par la suite et tout, c'était trop drôle voilà, je sais pas. Il y a plein de trucs. J'ai vu des gens devenir super connus, puis disparaître et tout. Donc moi, je suis vraiment là depuis un bout de temps, quoi. Et, euh, et j'adore cette manière de, je sais pas, j'ai adoré tout mon, comment dire, je pense que ça m'a beaucoup aidé de galérer pendant longtemps, parce que maintenant, en fait, juste, j'ai l'impression que j'arrive pas je suis tout le temps motivé, parce que je suis arrivé à un niveau que j'ai tellement voulu avoir pendant longtemps, que maintenant que je l'ai, enfin, je suis juste super content et j'ai envie de dérouler mon jeu, et j'ai envie de rentrer dans des spots compliqués, j'ai envie de juste, j'ai envie d'en découdre, quoi. Et je pense que j'aurais peut-être pas cette motivation si j'avais été vachement successful dès le début. J'aurais probablement perdu ça. Mais bon, qui sait. Bah, à la fois, je trouve ça fascinant parce que justement, tu vois, tu es un peu une figure de résilience, de motivation, de persévérance, de ce qu'on veut, qui sont des valeurs, j'ai l'impression, ultra saines et ultra stylées pour réussir. Tu sais, j'ai une théorie bon, qui est pas, probablement pas moi qui l'ai inventée, enfin certainement pas, je l'ai déjà vu plein de fois ailleurs, sur le fait qu'en MTT, si genre tu peux être très bon, mais si tu déchattes les 3 premières années, bah ciao, quoi. Parce que il y a quand même les réalités de la vie à côté, et tu vois, un Ouais. gars, il peut se dire, ok, je me lance, il peut être très bon, mais oui, mais amigo, si tu fais un cas par mois et que tu peux pas payer ton loyer, bah, il y a de fortes chances qu'en fait tu repartes bosser alors qu'en fait tu avais les skills pour pouvoir potentiellement un jour vivre de ta passion. Et toi, j'ai l'impression que malgré tout, alors comme tu dis, bon, tu arrivé quand même à en vivre, etc. Et ça a été plus une période de, on va dire, de latence à un niveau moyen que quelque chose de chaotique, très certainement. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, du coup? Bah, je pense que moi, j'ai eu la chance d'arriver à une époque où il fallait vraiment pas être très bon pour faire de l'argent, tu vois. Et je pense que aujourd'hui, ce que tu dis est beaucoup plus vrai qu'avant. C'est-à-dire que
même un mec motivé aujourd'hui qui run bad et qui est évidemment pas optimal, parce que quelqu'un de vraiment très bon, Ouais. même si la variance est contre lui, enfin oui, il y a des exemples extrêmes, mais genre, de manière générale, si tu es très très bon, tu devrais réussir, pouvoir dégager genre assez d'argent. Si c'est vraiment ton but ultime, c'est de devenir genre pro de poker, que c'est ton rêve absolu et tout, et que tu dois vous tout ton temps et que tu es bon, tu devrais pouvoir dégager genre 1500 balles par mois pour Mais sans pouvoir variance en MTT? si tu es très très bon, hein, mais le truc, c'est que les gens sont pas encore bons parce qu'ils commencent leur carrière généralement. Donc et ils sont probablement meilleurs que la moyenne. Ils sont gagnants probablement, mais pas gagnants au point où tu as vraiment des résultats qui sont, enfin, qui sont réguliers. Et au La point de limiter variance, la elle est variance, liée. quoi. Ouais. Il y a des exemples extrêmes de variance. Je suis sûr et certain qu'il y a des mecs qui juste sont très très Mm. forts et run ultra bad. D'ailleurs sur Internet, on peut trouver des simulateurs de variance où tu peux mettre ton average buy-in, ton ROI et voir le meilleur cas, le best case scenario et le worst case Parce que- scenario. Et puis, genre, ce qui devrait arriver le plus souvent. Et tu vois que, voilà, le worst case scenario, c'est un film, c'est un film d'horreur, c'est horrible. Mais ça devrait arriver extrêmement peu souvent et ça arrive genre 0,02% du temps ou un truc du style. Et oui, et c'est tout droit. Voilà, Et il y a des mecs comme ça, mais ouais, je sais pas. De manière générale, je pense que aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de commencer sans avoir un petit, comment dire, un petit bagage financier qui pourrait te mettre à l'abri du besoin pendant 1 an, 2 ans, c'est-à-dire payer ton loyer, etc., etc. C'est clair. Est-ce que tu conseilles à un mec qui veut, tu vois, c'est bien aussi de parler concret, parce que je pense qu'il y a des gens qui nous regardent qui sont un peu en attente de certains tips très, très, très concrets. Bon, déjà, ce qu'on dit, même si on a pas mal d'expérience, enfin, Igor en MTT, voilà, ça ne peut pas faire figure d'autorité absolue, hein, ça reste de l'ordre du conseil, c'est important de le préciser, avec toute l'expérience que tu as, bien évidemment. Mais genre, un mec qui veut se lancer vraiment de fou, qui a, je sais pas, 24, 25 ans, qui en a marre de son taf, on va dire le profil un peu classique, qu'est-ce que tu lui conseilles concrètement? Genre d'avoir ouais, 1 an de côté, d'avoir 15 cas d'avance avant d'y aller? Ouais, parce que Ouais. je pense que comment dire, un des facteurs les plus importants pour réussir à être vraiment un bon joueur de poker, c'est de ne pas avoir peur de faire certains plays Mhm. et ne pas avoir peur de gâcher potentiellement une opportunité, comme j'entends souvent. Donc, il y a pas mal de mecs, ils arrivent deep dans un tournoi, ils savent, enfin voilà, il y a genre pas mal d'argent pour le premier, et euh, ils sentent cette pression de se dire, ça c'est peut-être mon shot pour pouvoir, je sais pas moi, payer mon loyer pour les 6 prochains mois ou un truc comme ça. Euh, enfin, cette pression probablement peut être trop grande pour pas mal de profils à gérer. Et donc, ça les fait déjouer et faire des plays qui sont suboptimales parce qu'ils ont pas même tu sais, la, euh, leur esprit est pas clair assez dans ces moments-là parce que les émotions prennent place et donc ils font pas les bons plays. Ou bien de manière juste consciente, ils font pas les bons plays juste pour se dire, OK, je vais attendre un meilleur spot, etc. Donc, il y a un mix de choses qui peuvent jouer dans le fait que tu peux pas jouer ton A-game dans des spots comme ça si tu as la pression financière qui est trop là, trop présente. Et ça, ben, il n'y a rien à faire. Il faut se poser de nouveau, je te disais, on en revient à ce que je te disais, il faut se poser les bonnes questions, tu vois. Euh, c'est normal que ça arrive, hein. Il faut pas non plus se flageller si on a senti qu'on a déjoué dans un spot et tout, deep à cause de l'argent qu'il y a au top. J'ai jamais été, enfin, j'ai été plusieurs fois dans des scénarios en fait où il y avait beaucoup, beaucoup d'argent au milieu, mais c'est pas des choses. Enfin, genre, j'ai été dans plusieurs spots où il y avait plus d'1 million pour le premier, où on était, genre, je sais pas moi, en table finale, et je le sens, la pression, plus qu'à un moment. Je suis sûr que quand ça m'est arrivé plusieurs fois il y a quelques années, j'ai sûrement un petit peu déjoué à cause de ça, et je pense que c'est naturel, tout le monde va le sentir. Avec l'expérience, ça devrait être de moins en moins présent.
euh, parce qu'on se retrouve de plus en plus souvent dans ces spots. Et quand on se retrouve de plus en plus souvent dans ces spots, on se dit, OK, même si mon play fonctionne pas et que je sais que c'est le bon play, mais que je bosse maintenant, peut-être demain, après-demain, je serai dans le même spot. Au début d'une carrière, on n'a pas souvent des deep runs. Et du coup, le fait qu'on n'a pas souvent des deep runs et qu'on peut en plus avoir la pression financière à cause de voilà de pas avoir assez de réserves, tout ça va faire en sorte qu'un joueur qui est un peu plus expérimenté avec un peu plus de bagage financier va avoir un edge, même si c'est pas un edge technique, c'est un edge mental et un edge de comment dire de confiance en soi en gros qui Hmm. va voilà, qui va euh, avoir une grande place. Je pense par rapport à ce que tu dis que la... Alors en termes de stress, etc., il faudrait faire des analyses, mais c'est certainement très, très comparable. Par contre, d'un point de vue gestion émotionnelle, bon, même si c'est corrélé forcément au taux de cortisol, etc., mais tu dois avoir... c'est peut-être plus compliqué de gérer une situation où tu as quelque chose à perdre que quelque chose de fort à gagner. Tu vois, je pense que une situation où en fait potentiellement tu te lances et si tu ne réussis pas, tu broques total et en fait tu es dans la merde, tu dois repartir bosser en intérim, etc. C'est peut-être pas la même que d'être en TF avec 1 million à la gagne. Évidemment que c'est insane d'avoir 1 million à la gagne, mais en gros c'est quelque chose qui va être un game changer, mais si tu ne l'as pas, tu restes très Ouais, confortable. ouais, Tu vois, tes ouais. fondamentaux du bas de la pyramide de Maslow, ils sont Mhm. toujours là et t'es pas en danger physiologique, Ouais. psychologique, tu vois. Donc, je pense que ouais, c'est pas trop les mêmes leviers, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, moi, je sais pas, concrètement, je passe un peu du coq à l'âne, oui et non, mais est-ce que tu penses que c'est encore viable à l'heure actuelle, malgré la difficulté de ce qui se passe, etc., de démarrer en MTT, concrètement? Je pense que oui, mais je pense qu'il faut mettre en place énormément de choses pour se donner les meilleures chances de réussite. Hmm. Et il faut avoir le mindset de se dire que si ça marche pas, c'est pas comme si vous alliez gaspiller 6 mois ou un an de votre vie, parce que tout ce que vous aurez appris pendant cette année, les claques que vous aurez pris dans la gueule, il faut voir tout ça comme une sorte de cadeau, entre guillemets, cadeau de la vie. Je sais pas si ça a l'air un peu cheesy de dire ça, mais c'est genre de l'expérience, quoi. Sûr. Au même titre que dans enfin, plein de situations, je sais pas, genre, je sais pas, un couple qui passe 2 ans génial ensemble et puis ça marche plus et puis ils se séparent, etc. Faut pas voir ça comme 3 ans de perdu, parce qu'il y a plein de choses que vous aurez appris pendant ces 2 ans avec la personne. Bref, ça c'est une analogie, mais le poker c'est un peu ça, je trouve. Et si on a ce mindset de se dire quoi qu'il arrive, je repartirai gagnant, euh, que ce soit de l'expérience ou que ce soit parce que je réussis mon challenge et que je peux continuer dans cette aventure. Hmm. C'est bien de voir les choses comme ça et ça enlève un peu de pression aussi. Une expression, je crois qu'il dit vaut mieux vivre avec des remords, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, quoi. Hmm. Euh, genre, c'est mieux d'essayer de se planter que de pas essayer du tout et de se dire toute sa vie, merde, il y a un moment donné, j'aurais pu essayer de faire ça, c'était mon rêve et tout, je l'ai pas fait. Après, là où un joueur qui commence doit se responsabiliser, enfin, et se poser les bonnes questions, c'est de dire, OK, est-ce que tous les jours, je fais tout ce que je peux pour être une meilleure version de moi-même, un meilleur joueur? Et oui ou non, tu vois? Et si la réponse est non, et puis que c'est non, et puis non, et puis non, et puis après un mois, ben, voilà, là, ben, il faut pas se leurrer, quoi. Ça risque de pas trop marcher, quoi, sauf si on a du bol, hein. Ouais, il y a bon, deux petites choses qui me viennent en tête. Je crois que je dis peut-être une énorme bêtise, mais il me semble que c'est Mandela qui disait soit je réussis, soit j'apprends, et qu'en gros, il n'y a pas trop d'échecs globalement. Et je sais pas si tu connais le concept d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb. Ça te parle un peu? Ben, je le connais, j'ai acheté un ou deux bouquins Trop bien. de lui. Genre, j'ai commencé Black Swan, mais je crois pas que enfin, je pense que j'ai pas lu Antifragile. Antifragile, ok. Bah, c'est un peu le concept, le truc du renforcement permanent, quoi. Bon, mais ouais, ça rejoint totalement le concept. Mais en tout cas, je conseille vraiment ce bouquin aux joueurs de poker, Antifragile de Taleb. Je pense que les analogies avec le poker, elles sont permanentes. Et c'est trop, trop bien. Il y a un truc que, voilà, si je
Comme ça permettra aussi à certaines personnes certainement de s'identifier. Tu sais, j'ai un mec, je l'ai eu ce matin là, en coaching mental. Le mec, il prend un programme de 6 mois avec moi. Et là, en fait, ça fait 6 mois qu'il, tu vois, il est dans un entre-deux, un peu bâtard, tu vois, excuse-moi du terme, en fait, je sais pas si vraiment je vais réussir, etc. Et en fait, ce qu'il comprenait pas, le gars, ça rejoint totalement ce que tu dis, c'est qu'il s'auto-sabote lui-même de par, en fait, le fait qu'il ne se donne pas les moyens, en fait, de réussir. Et c'est-à-dire qu'il était à moitié dans un truc de je vais reprendre mes études, mais il n'y était pas, hein. Du coup, il regardait des bouquins et en même temps, je vais essayer de jouer au poker. Du coup, il fait les choses à moitié et il se dit si je réussis, bon, bah, je prendrai cette voie-là. Sauf qu'en fait, je lui ai dit, mais attends, stop, stop. Tu es en train de me dire que sur les 6 derniers mois, tu as peut-être passé 10 heures par semaine dans le poker et tu es en train de me dire que maintenant, tu as des doutes sur ta capacité à réussir. Je lui dis, écoute, tu as combien de temps là devant toi, tu vois? Tu as 6 mois, il a encore 6 mois. Les 6 mois, en fait, c'est exactement ce que tu dis. On va y aller à fond, on va tout mettre en place, on va prendre un coach technique, on va vraiment consacrer 40 heures par semaine au grind. Dans 6 mois, tu réussis pas. Au moins, tu peux te regarder dans les yeux, dans le miroir, peu importe, et te dire, bah, j'ai tout fait. Est-ce que la temporalité est assez longue pour battre la variance, etc. C'est un autre domaine. Mais au moins, j'ai pas de regrets. Alors qu'il y a des joueurs, ils sont là toujours, ils sont dans l'entre-deux, ils vivent, enfin, c'est n'importe quoi. Et comment tu sais que tu as réussi ou t'as pas réussi? Tu n'as même pas essayé, entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc, se donner les chances pleinement d'aller dans le projet, là, je te rejoins totalement. Quand vous voulez vous lancer, les gars, soit vous y allez, soit vous y allez pas. Et ce truc de bah, je vais jouer une fois, 3 fois dans la semaine, machin, et puis si les résultats sont bons, why not? C'est vrai que si tu prends 10K en une fois, ça permet de te lancer. Mais si le projet de base, il y a vraiment une pulsion, une volonté d'être pro, bah, autant se donner les moyens à fond, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi je me souviens très clairement qu'il y avait aussi à l'époque, donc je te disais que je me donnais pas nécessairement à fond et tout machin, mais je crois sincèrement que je m'étais convaincu que j'arriverais jamais à être très bon dans le poker, que j'arriverais à en vivre correctement, mais jamais être très bon dans le poker parce que je pensais que les mecs qui arrivaient étaient juste euh, beaucoup plus intelligents que moi, ou en tout cas avaient des facilités dans les domaines de, tu sais, enfin voilà, je sais pas, stratégie, des jeux et tout. Moi, j'ai jamais aimé les jeux de cartes ou quoi que ce soit, les échecs, j'avais jamais joué de ma vie. Enfin, genre, j'ai jamais été attiré par ça. Euh, et du coup, je m'étais dit, ah, il y a des mecs qui sont juste des fans de logique et tout depuis très jeune, et j'ai aucune chance comparé à eux et tout. Et je crois que je m'étais auto-saboté pendant très longtemps. Euh, et puis quand je me suis dit, OK, je vais vraiment tout donner maintenant, c'était vraiment parce que j'étais dans un moment où j'avais pas trop le choix, tu vois. Parce que là, Mm. là, j'allais commencer à rentrer dans un truc où je pourrais plus payer mes factures, et donc, c'était un petit peu par la force des choses et le stress de peut-être être dans une situation compliquée que je me suis donné. Mm. Et quand je me suis donné, j'ai compris en fait que mais que avec après je sais pas moi 2 mois de travail intense, etc., mon cerveau commençait à fonctionner mieux, tu vois. Et ça peut paraître con, hein, de dire ça, mais c'est vraiment genre je voyais que même dans la vie de tous les jours, je raisonnais plus rapidement, j'étais juste plus smart, tu vois. Bien sûr. Euh, et puis ça m'a vraiment donné beaucoup de drive après pour continuer, parce que je me suis dit, putain, c'est dingue, j'ai vraiment l'impression que je change, tu vois. Et ça, tu peux t'en rendre compte que si tu essayes, tu vois, Ouais. dur, tu vois. Exactement, mais exactement. Et non, mais voilà, je te rejoins à 10 000% et tout ça est bien expliqué. Tu vois, on peut l'expliquer via différents prismes et tout. Mais même si on parle de, tu vois, sans rentrer dans des détails qui vont être casse-couilles pour tout le monde, mais si on parle de neuroplasticité pure, tu vois, on sait qu'il y a des connexions ou des réseaux de neurones qui se créent ou qui se recréent, c'est-à-dire qui étaient désactivés en fait, et qui vont rendre tes fonctions exécutives plus évidentes, donc ta capacité à réfléchir, à prendre des décisions, etc. Et en effet, c'est exactement ce que tu dis, mais ça s'explique en neurosciences. En fait, on ne peut pas comprendre la capacité qu'on a
à résoudre un problème, on va faire un truc le temps qu'on ne s'est pas confronté en fait au délire. Il y a des mecs où il y a des formes d'impuissance apprise totale, c'est peut-être ce que tu as vécu, où genre, pendant leur enfance, non-stop, on leur a dit, bah, t'es nul en maths, en fait. Le mec, il s'est confronté à un premier problème de maths, le prof lui a dit, t'es mauvais, et en plus de ça, avec la classe, la honte et tout, bah, j'ose même plus, je n'y vais plus. Et en fait, les mecs, pendant 20 ans, ils sont vraiment fondamentalement convaincus qu'ils sont mauvais en maths. Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes d'appétence, de facilité, etc. Je dis pas le contraire. Mais quoi qu'il en soit, en fait, à partir d'une base, on a tous un niveau d'évolution qui est démentiel et on s'en rend pas compte. Et ça rejoint un peu pour ceux que ça intéresse l'idée du growth mindset, etc., qui est démontré, que ce soit à travers les études, à travers le prisme de la psychologie, des neurosciences ou même de la philosophie, pour ceux que ça n'intéresse pas trop. Et cette idée-là, en fait, il n'y a pas tant de déterminisme que ce qu'on pense. Il y a des facteurs génétiques, cognitifs, etc., mais qui en fait ne représentent peut-être que 30-40% et que en fait on a une capacité d'action sur tout le reste. Et ça, vraiment, voilà, Ah, faut le mais savoir, quoi. c'est super intéressant et je suis sûr et certain que tout peut s'expliquer. Là, à l'heure actuelle, t'en es où un peu, Igor? Quelle limite, quel stakes, qu'est-ce que tu fais? Ah ben écoute, je me suis un peu donc je commençais à avoir des skills dont j'avais toujours rêvé, tu vois. Et donc j'ai commencé enfin j'ai continué online, qui était vraiment c'est là où j'ai eu tout le succès, où ça s'est débloqué en gros pour moi, quoi. Et j'adore le fait de pouvoir online jouer plein de volumes, etc., etc. Et puis genre en 2022, mon pote Espen Yurstad a gagné le main event des World Series et j'étais avec lui à ce moment-là. Que Pendant t'avais de l'action, fais-nous rêver un petit peu. j'avais un petit peu. Ok. Donc, je l'ai suivi vraiment parce que moi aussi, j'étais assez loin dans le tournoi. Enfin, j'étais au D5, je crois. Bon, lui, il a gagné. Après, quand j'ai boss le D5, bon, bref, toute la semaine, j'étais avec lui. On déjeunait tous les jours ensemble. Et jusqu'à la fin, on a gardé un peu cette routine. Et je l'ai vu vraiment gagner le plus gros tournoi devant mes yeux. On était un petit crew à ce moment-là, vers la fin, bah, notamment avec Pads et tout ça. Et j'ai enfin, vivre cette expérience, ça a été, même si c'est pas moi qui ai gagné, c'était de loin le plus gros highlight de ma carrière parce que je suivais ça en fait sur YouTube à l'époque. Il y a 10 ans, je voyais des mecs qui gagnaient le main event. Je regardais tous les épisodes et tout. Et là, j'étais Ouais, là avec un de mes bons potes qui était en table finale et j'avais de l'action, il le gagne. Enfin, ouais, complètement fou, ouais. Hmm. c'était un rêve, tu vois. Genre. Hmm. Et à ce moment-là, après ça, genre, on était un petit crew. Il y avait Pads, il y avait un gars qui s'appelle Beriuzzi, que tu connais peut-être, qui est un streamer. Il y avait Alex Chilko, qui a après gagné le PSPC. Enfin, on était un bon petit crew. Et après les 6 mois où Espen a gagné, genre, tous ces mecs ont gagné genre, des tournois énormes juste après. Donc, il y a un espèce d'effet domino de malade. Franchement, ça m'a un peu monté à la tête parce que je me suis dit, putain, mais maintenant, il faut que je me mette à fond au live, tu vois, parce qu'il y a juste trop de thunes à se faire et tout. Donc, Hmm. même si je suis quelqu'un de logique, même si je base tout sur les fondamentaux, sur pourquoi, blablabla, j'ai quand même été attiré par ça, tu vois, et de manière un peu irrationnelle, tu vois. Parce que, évidemment, j'ai un gros ROI dans ces tournois et c'est profitable pour moi de les jouer. Mais je me suis pas posé un peu ce que je te disais tout à l'heure, les questions de, OK, qu'est-ce qui se passe si tu joues finalement très peu de volume et que, comme la plupart du temps ça va arriver, tu fais une mauvaise année du coup. Donc tu joues des buy-in beaucoup plus haut, beaucoup moins de volume. Et donc j'ai eu une année comme ça où je crois que enfin bon, voilà, parce que j'ai pas eu de perf, j'ai eu l'impression à la fin d'avoir un peu perdu mon temps ou d'avoir perdu un peu un an où j'ai pas fait ce que j'avais l'habitude de faire et qui m'avait apporté le succès Hmm. dont j'avais rêvé. Donc je me suis un peu égaré pour probablement mieux me retrouver. Et donc, enfin, les 12 derniers mois, là, maintenant, je me suis reconcentré à fond sur le online et juste le style de vie, le mode de vie du online est juste beaucoup plus à ce qui me fait kiffer parce que avoir la session chez toi, tu finis, et après, tu es chez toi, tu es tranquille. Le lendemain, tu peux aller courir, tu peux coacher, tu peux faire toutes sortes de choses et tu as un espèce de rythme de vie plus ou moins normal. Tandis que le live, c'est tu voyages beaucoup, tu fais peu de volume, tu es dans des endroits où
tu bouffes pas bien, Hmm. potentiellement tu peux pas faire ton sport, tu dors pas bien, tu as une mauvaise chambre, le lendemain, il y a du bruit à côté, genre tu dors mal. Enfin, je sais pas, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en conflit avec ce que j'aime justement, cette espèce de routine où tous les jours tu peux devenir un meilleur joueur. J'ai l'impression que faire du live, ça me pousse ça me fait stagner, tu vois. Hmm. Euh, Évidemment, si j'avais gagné un EPT ou un truc, je crois que j'aurais un autre discours. Et je crois que mais c'est- comment dire, c'est toute la complexité du truc. Et je vois plein de mecs qui ont eu une perf en live et qui étaient à la base des joueurs online qui maintenant font que du live presque parce qu'ils se souviennent de ce high de malade que c'était de gagner un tournoi live et qui s'éloignent complètement du online et qui font moins de volume. Et quand tu fais une perf live, généralement, c'est une perf très haut dans les 6 chiffres. Parfois même, c'est le million ou 1,5 million. Et donc, ça te permet en fait de ne pas avoir de rentrée pendant longtemps. C'est pas très grave puisque tu as quand même un bagage financier. Donc, il y a plein de mecs comme ça qui, à mon avis, voilà, ont changé de route parce que leur expérience a fait que, tu vois. Et je pense que ça aurait pu être mon cas aussi, sauf que j'ai pas eu les résultats que je voulais live, tu vois. Mais c'est hyper intéressant, toutes ces questions. Moi, j'ai réfléchi beaucoup à tout ça et je vois un petit peu les parcours de chacun et je trouve ça assez drôle de voir un peu où les gens vont. Ouais. Est-ce que tu penses pas qu'en fait, on va toujours de base être attiré par ce qui est soit le plus stimulant, soit sans vulgariser, mais ce qui va sécréter le plus de dopamine, etc. Ouais. Et qu'en fait, en fonction de nos capacités financières, eh ben, on va plus ou moins accepter de se diriger vers le kiff, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. À fond, bah, c'est Mm. ça, je crois que tu as trop bien résumé le truc. Et il y a aussi, les gens sont à des stades différents de leur vie, tu vois. Genre, ok, tu gagnes un EPT ou tu vas loin dans un truc, puis tu arrives à sécuriser genre, assez d'argent pour pouvoir venir pendant les 10 prochaines années, disons. À ce moment-là, tu es là, ok, bah, j'ai pas de copine, je suis relativement jeune, qu'est-ce que je fous, tu vois? Est-ce que je veux vraiment passer 5 ou 6 jours de ma vie derrière un ordinateur à étudier, à coacher et tout? Ou est-ce que j'ai envie de faire d'autres trucs? Et la plupart des mecs vont faire d'autres trucs et puis ils vont mixer ça avec du live, mais leur niveau va clairement en pâtir, ça c'est certain. Et je pense qu'il y a assez peu de mecs qui ont des carrières live qui sont vraiment au top niveau en termes techniques purs, Alors hein. ça va être un réel Instagram, ça, je te préviens. Non, non, non. Non, t'inquiète. Mais non, non, mais après il y a toutes sortes d'autres skills qu'il faut avoir en live. D'ailleurs, ça c'est aussi un truc qui revient souvent, c'est que les joueurs qui ont du succès live pensent que les joueurs online comprennent rien en live et qu'ils voient pas toutes les choses qu'ils devraient voir et tout. Mais ça, c'est un autre sujet, mais euh, ça m'a fait toujours marrer aussi. Mais c'est un écosystème assez intéressant en ce moment. Parce que en tout cas, moi je joue pas mal le point com, du coup, tu me demandais un peu Hmm. ce que je faisais. Et le poker est encore en une sorte de boom, tu vois. On a vu après le Covid un gros regain de trafic. Donc Hmm. il y a énormément de mecs maintenant les tournois sont assez gros. Il y a beaucoup d'argent à gagner en ligne. Les sites deviennent plus cool en termes d'interface et tout. Genre, ça devient fou. Tu vois, par rapport à la perception que les joueurs de live ont du online, alors on pourrait se dire que d'un point de vue très mathématique, etc., bon là je pense que c'est un point de vue qui est peu défendable sur le fait qu'on va forcément acquérir, en tout cas, plus de skills théoriques, on est forcément meilleur en jouant je ne sais combien de dizaines de milliers de tournois qu'en allant faire 30 lives dans l'année. Même si en fait, est-ce qu'on a besoin de ces skills théoriques pour jouer en live, etc., c'est un autre débat. Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est, tu vois, ton pote par exemple qui a gagné le main event, ou peut-être d'autres potes que tu m'as évoqués dans ce petit crew, voire même des top players, je pense à des mecs comme Chidwick ou je ne sais quoi qui font quand même assez référence. Est-ce que tu saurais quel point de vue ont, donc peut-être plus tes potes, mais justement vis-à-vis de ça? Est-ce que eux se considèrent comme, alors chanceux, oui, forcément quand tu gagnes le main event, bien que tu sois très skillé, mais est-ce que eux
considèrent qu'en fait, ils vont jouer du live parce qu'en fait, maintenant, ils ont en effet la rôle, etc. Mais que quoi qu'il en soit, un top, top, top player online sera toujours plus fort? Ou est-ce que même ces mecs-là commencent à avoir une forme de scepticisme sur le niveau de chacun? Non, je crois que là, pour le coup, si on parle vraiment mais c'est parce que le petit crew dont je parle, il y a des mecs qui jouent les tritons et qui jouent vraiment super high stakes. Ok. Ok. Ça, c'est un petit player pool de mecs qui sont tous ultra forts, Mm. honnêtement, et techniquement, mais aussi par rapport à tout ce qui touche à l'aspect live tous les petits edges que tu peux avoir. Mais Ok. là on joue dans une player pool où les edges entre les pros sont relativement réduits, assez Mm. small et tout. Donc, euh, eux, évidemment, ils seraient bons live, ils seraient bons online. C'est des gens qui bossent comme des malades mentaux. Voilà, ça, c'est vraiment des mecs qui bossent beaucoup. Après, je parlais plus tu sais, des gens qui jouent justement pas ces tournois super high stakes, mais qui font plutôt le circuit pour tout ce qui est les main events à droite, à gauche et Ouais. tout. Enfin voilà, il y a différents types de joueurs live ou qui sont attirés par le live. Mm. Moi, je parle d'expérience. Quand je parle des joueurs live, c'est parce que je t'avais dit que j'avais perdu un petit peu une année, ou l'impression d'avoir perdu un peu une année. Quand je Mm. dis perdu une année, perdre une année, c'était pas perdre parce que ça m'a fait gagner en expérience par rapport à, par exemple, ce que je voulais ou faire ou pas. Mais j'ai l'impression que j'ai stagné par rapport à mon niveau technique et tout, parce que juste là, c'est difficile d'étudier quand tu es dans ces environnements-là. Tu vois, moi, aujourd'hui, je bosse à peu près, j'étudie à peu près. Minimum 2 3 heures tous les jours, tu vois, et avant ma session. Ensuite, je joue une session, je joue une vingtaine de tournois, peut-être 30 parfois, ça dépend. Et une journée comme ça, ben, juste, ça t'apporte tellement. Et si tu multiplies ça par, voilà, genre, tu fais 250 journées comme ça, disons, sur l'année, ou même un peu plus. Enfin, voilà, il n'y a pas à photo, tu vois. Si t'en fais 50, ou si t'en fais 30, ou si ben, t'arriveras jamais à dépasser les mecs qui font, voilà, c'est un peu une course, tu vois, une course de fond, tu vois. Et les mecs qui sont prêts à faire plus, vont être plus forts et c'est un zero-sum game à la fin à la fin, tu vois. Donc, Tu vois, euh, tu me parlais de regrets tout à l'heure. Je pense que tu vois, dans la vie, euh, en fait, c'est soit tu prends la route de lever, soit tu prends la route du kiff. Les deux, pour moi, sont pas totalement incompatibles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que prendre uniquement la route du kiff, je suis pas convaincu que, bon, à moins que tu chattes ou quoi que ce soit, mais que ça nous mène vers des choses incroyables dans la vie, quoi. Toujours être un peu justement, comme ça, le pigeon de la dopamine, tu vois, ça, c'est un peu ridicule, quoi, je pense. Maintenant, on peut aussi avoir, d'un point de vue philosophique, tu me parlais des regrets, sans dramatiser ou rendre les choses très sombres, mais tu es sur ton lit de mort à 80, 85, 90 ans. Est-ce que tu pourrais regretter, tu penses justement, d'avoir pris cette décision ultra rationnelle et de te dire, bah en fait, ouais, mais j'ai oublié le V-Kiff et j'aurais peut-être quand même aimé faire ne serait-ce que 2 ou 3 EPT en plus dans l'année ou je ne sais quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut combiner du coup, cette rationalité, ce volume, etc., qui va permettre de faire nos années avec une forme de stabilité, et quand même peut-être, tout en comprenant que c'est du kiff, mais aller faire un EPT à droite à gauche de temps en temps. ouais, ça pour le coup, mais ça, je pense que ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je recommanderais toujours à quelqu'un qui a beaucoup joué online et qui en commence à avoir un peu marre de sa routine, parce que Hmm. moi, ça m'arrive aussi d'avoir un peu marre, genre, OK, d'aller jouer un event live bien choisi, au bon moment, Ouais, qui ok. empiète pas sur des séries, par exemple, des trucs des séries online. Et je recommanderais évidemment à tout le monde de faire ça, tu vois. Parce que je me suis souvent retrouvé, par exemple, quand je reviens de Vegas, parce que ça, c'est des séries qui ressemblent finalement un peu plus au online, parce que dès que tu es éliminé d'un tournoi, tu peux sauter dans un autre, donc tu peux faire du volume, et c'est ça qui m'intéresse quand je vais à Vegas. Ok, c'est loin, mais je sais que pendant un mois, je peux jouer pratiquement tous les jours non-stop Hmm. et rentabiliser le truc et aussi me retrouver dans certains spots qui peuvent être cool et intéressants parce que le live, et c'est pour ça que je joue assez peu de PT et que ça ne m'excite pas trop, c'est que tu es finalement assez peu souvent dans un spot compliqué en fait. Hmm. Euh, c'est tout le temps des spots qui sont relativement simples et c'est pas challenging pour moi, tu vois, personnellement. Mais je peux tout à fait comprendre que les gens aiment bien ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc
interrompre un peu sa routine avec des spots, enfin, en jouant un peu du live et tout, ça peut être cool. Mais par exemple, je pense que c'est pas une super bonne idée. Et ça, je l'ai vu avec certains de mes gars que je coach et tout, c'est qu'ils vont prendre une semaine pour aller jouer un tournoi, un main event à 500 euros. Ils vont prendre un train, louer un Airbnb et passer genre presque 8 jours dans une destination pour jouer un tournoi à 500 euros, un main event ou un truc comme ça, où ils ont peut-être vendu de l'action. Et quand je disais se concentrer sur les fondamentaux, c'est de dire, OK, quel est ton ROI dans ce tournoi, tu vois? Euh, Enfin, il n'y a aucune chance que ce soit plus intéressant d'aller jouer ce tournoi que de se faire une semaine online. Ouais, mais on est plus, je pense, de l'ordre. Alors, tu as les mecs qui ne comprennent pas ça, mais Mhm. après, je pense que justement, on n'est pas obligé de réfléchir en termes de verre. Alors, attention, hein, si c'est calibré, etc. Mais si moi, un mec me dit, voilà, hors series, Winamax, ce que tu veux, enfin, peu importe, hors series online, ok, voilà, j'ai envie d'aller faire mon 500 balles, je sais qu'en vrai, le V, elle est pétée, mais écoute, j'ai besoin un peu de faire autre chose et tout. Bien Là, sûr. on est Si d'accord, c'est quoi. si c'est de temps en temps, Dit, quoi. bah oui, peut-être faire un trip comme ça, genre peut-être 3 fois par an, un truc comme Ouais, ça, ok. mais je crois que. je- Donc, c'est pas pour faire le rabat-joie, tu vois, parce que je Ouais. sais que les gens vont entendre ça et vont se dire, putain, mais il n'y a pas que le V. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le V, mais il y a en 2025 maintenant, il devrait y avoir un sentiment d'urgence quant au travail à fournir pour atteindre son but d'être un bon joueur gagnant et tout, parce que à partir du moment où on arrive à devenir vraiment bon, après, la vie va être beaucoup plus simple et le live que tu vas jouer va être plus intéressant et plus fun. Donc, c'est mieux d'attendre un peu, de sécuriser des gros skills, à mon avis, que de perdre du temps et de s'éparpiller et tout. Là, je pense qu'au début d'une carrière, il faut mettre vraiment l'accent sur le taf et se donner à 3000%, même s'il y a plein de trucs chiants, mais il faut faire les choses qu'en fait les autres sont pas prêts à faire, tu vois. Il faut regarder son voisin à la table et se dire, OK, qu'est-ce que ce mec fait, qu'est-ce qu'il fait pas, qu'est-ce que je peux faire de plus que lui pour avoir un edge sur lui. C'est aussi simple que ça, tu vois. Totalement, totalement, totalement. Écoute, j'aime beaucoup cette théorie je sais pas si tu connais ce délire, j'espère que je vais pas me tromper dans l'idée, mais c'est que genre, les temps faciles créent des hommes forts, Ouais. d'accord, etc., avec toute la dynamique. Ouais. Et en fait, ça, tu peux le corréler genre d'un point de vue très individuel, que en fait, en te rendant la vie difficile sur une période donnée, c'est genre une facilité mais décuplée. C'est pas genre un pour un. C'est pas genre je fais difficile 1 an, j'ai 1 an de facilité. C'est genre je fais difficile 1 an, je peux me faciliter la vie entre guillemets, hein. Il y aura toujours une notion de labeur, d'inconfort, de sortie de zone de confort, etc. Mais je peux me faciliter le truc pour la suite de ma vie, en fait, potentiellement. Et donc, je te rejoins totalement que quand on est un peu en début de carrière, etc., il faut être capable de se commit de fou, parce que les joueurs d'ailleurs ne comprennent pas trop, hein, et dès qu'ils commencent à gagner un petit peu, parfois ils relâchent, ou alors ils font d'autres erreurs de management, etc. Mais écoute, je te rejoins totalement, Igor. Et puis aussi, en tant qu'être humain, on s'habitue. En fait, donc si maintenant un certain effort devient la routine, ça devient ton nouveau normal et tu le vois plus comme un énorme effort. Tu le vois ça comme juste ta routine et de manière incrémentale, de manière donc petit à petit, tu augmentes un peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et en fait, tu deviens juste une machine de guerre si tu fais ça comme ça. C'est trop bien parce que tu vois, tu mets des mots de manière empirique et avec ton expérience sur des concepts qui sont étudiés, qui sont machin. Et forcément que tu vois, j'ai cette vision un peu plus parfois pragmatique, mais en fait, on se complète trop. Tu vois, ça, on appelle ça l'hormèse. En fait, c'est la capacité du corps à toujours s'auto-adapter à la difficulté. Et par exemple, tu as ça avec les douches froides. Genre, tu prends une douche froide, le degré de température qui va te faire freeze ou qui va te faire choc est un degré X. Et en fait, évidemment, faut pas y aller comme un zinzin. Mais en fait, ton corps s'habitue et genre 1 mois plus tard, ce même truc ne te fait plus aucun effet. Et ça, en fait, le parallèle est très étudié justement dans l'acquisition de compétences, dans l'évolution, etc. Dans la difficulté, dans le rapport à l'effort aussi. C'est exactement ce que tu évoques. Et putain, c'est trop, trop bien. Écoute, Igor, il y a énormément de sujets que j'aimerais encore évoquer avec toi sur le mental, notamment. Peut-être qu'on pourra faire une partie un petit peu plus mindset, ou enfin, on verra bien. Et aussi, j'aurais aimé un peu évoquer, comme on est en début d'année,
Alors, sans rentrer trop dans des clichés de voilà, fixation d'objectifs de l'année, etc., bien que je sois persuadé que tu aies un point de vue qui peut être intéressant là-dessus. Mais je te propose qu'on fasse une deuxième partie pour les viewers. Et voilà, qu'on continue de discuter de tout ça pendant une heure et demie prochainement, quoi, si ça te convient. Super, cool, faisons ça. Top. Et bah écoute, let's go, Igor. Je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup, Alex. Allez, salut, à bientôt.